Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leurs familles, puis surtout démontrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie Petit-Lédier, je suis franco-canadienne et maman, orthopédagogue, formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger. Plus précisément, depuis 2018, en téléorthopédagogie avec AIDEOR. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Edwige qui travaille dans un lycée français en Éthiopie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur les ondes de notre podcast Voyage vers la réussite scolaire. Bonjour Edwige. Bonjour Eugénie, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Edwige, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous parler de tes origines, de ton poste en ce moment en Éthiopie, de ton rôle, donc de référente pour les élèves avec des difficultés d'apprentissage? Oui, mon nom c'est Edwige Kadji. Je suis conseillère pédagogique en éducation spécialisée, formée au Canada, en Ontario. D'abord, j'étais enseignante de formation de base, enseignante spéciale de tous les cycles, en fait. Donc, mais ma passion a toujours été l'éducation spécialisée. Donc, je travaille dans ce domaine depuis 2001, donc 22 ans maintenant. D'abord comme enseignante dans des centres spécialisés, dans les écoles régulières, et ensuite, donc, conseillère pédagogique depuis 2010, je pense, ouais, au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Actuellement, je travaille en Éthiopie au lycée français Gebre Mariam, lycée éthio-français Gebre Mariam, où je coordonne le département, le pôle EBEP, donc département des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ici, j'essaie d'encadrer. Mon rôle est spécifiquement, je m'occupe des élèves, d'orienter les parents, les enseignants, les intervenants qui travaillent avec les élèves qui présentent des besoins particuliers. Donc, plus concrètement, je fais un genre d'aiguillage vers les services spécialisés pour ceux qui sont disponibles ici. Et j'essaye aussi de trouver des intervenants ou bien des spécialistes à l'étranger lorsque ce n'est pas disponible ici. J'aide des enseignants à adapter leur enseignement pour répondre le mieux possible aux besoins de ces élèves-là. Et j'aide les parents à comprendre les besoins de leurs enfants et à aller rechercher les services pour répondre à ces besoins. Et évidemment, sur le plan administratif, on établit les plans d'apprentissage personnalisés, les PAP, les PAI, les PPS. Et aussi, j'essaie de trouver des aides individuelles, donc des AVS, des AESH, pour pouvoir suivre ceux qui en ont besoin. Donc, c'est assez gros, c'est assez large, mais bon, on essaye de faire avec ce qu'on peut. C'est beaucoup de responsabilités, très diversifiées, avec les parents, les enseignants et les élèves. Donc, oui, c'est assez diversifié, oui. Tes journées passent vite. C'est pour combien d'élèves qu'on est en train de parler dans ce lycée-là? Oh, c'est un lycée qui a à peu près 1900 étudiants, hein, on va dire, à peu près 1900 étudiants, oui. Ça commence depuis la petite section jusqu'en terminale. Donc, l'élémentaire, le cycle primaire, a environ 1000.
à environ 1000 élèves. Ouais. Et toi, tu t'occupes de toute l'école? Oui, je m'occupe de toute l'école. Il faut dire que c'est beaucoup depuis que j'ai commencé ici vraiment à temps plein en septembre 2022. Au début, c'était beaucoup la sensibilisation au départ. Ensuite, là, c'est l'aiguillage et la recherche des ressources et maintenant les interventions en salle de classe. Donc, ça a été assez progressif. Maintenant, je vois, on a atteint un certain point où ça se fait assez automatiquement, les références. Mais c'est un chemin qu'on a parcouru. Ouais. Donc, c'est progressif, tout ça là. Et tu travailles en collaboration aussi d'autres professionnels dans ce département-là? Oui, mais les professionnels avec qui je travaille sont pour la plupart externes au lycée. Les neuropsy, les orthophonistes, tous ceux qui vont intervenir, c'est plus des services externes. Au lycée, mes collaborateurs sont les enseignants et les AVS ou AESH que je recrute et que je dois guider dans leur travail, essentiellement. Et évidemment, l'administration avec qui je planifie tout ça. Ouais. Je pense que tu as parlé d'ordinateur. Tu avais fait une demande d'ordinateur. Oh oui, bon, c'est ça, par exemple, ça c'est un aspect, l'introduction de la technologie, ça, ça commence. C'est pas spontané parce que c'est pas un lycée où le numérique est adopté au niveau des élèves. Au niveau des profs, ça commence, mais les élèves ne sont pas habitués à travailler avec des ordinateurs. Donc, pour l'outil technologique, c'est encore vraiment, je suis encore à valoriser cet outil-là, à vendre l'avantage pour les élèves à besoins particuliers, à utiliser les logiciels spécialisés pour pouvoir faciliter leur travail. Donc, je suis encore à ce niveau-là. Les élèves n'étant pas habitués, ils sont réticents parce qu'ils ne veulent pas être différents. Donc, jusqu'ici, je propose aux élèves du secondaire, ils viennent, je leur donne des petites formations. Ils voient bien l'utilité, mais la majorité préfère travailler à la maison avec l'ordinateur et pas en classe. Donc, les parents sont bien emballés, ils veulent bien, parce que d'ailleurs, c'est eux qui achètent l'outil de l'élève, contrairement à d'autres écoles ou dans d'autres pays où c'est le ministère ou bien où c'est l'école qui doit financer ces outils-là. À mon niveau ici, lorsque les parents sont convaincus et comprennent que c'est utile, c'est eux qui achètent l'ordinateur de l'enfant. Et l'élève doit maintenant accepter de l'utiliser en salle de classe. Pour l'instant, pour ceux qui utilisent, c'est surtout à la maison pour faire leurs devoirs et pour faire les travaux, corriger les travaux d'envergure. Mais je n'ai pas encore réussi à les amener à le faire en classe, mais ça va venir. Mais bon, maintenant, de savoir qu'est-ce que j'ai vu comme changement, je dois dire, c'est essentiellement les références. Parce que quand je suis arrivée, les références en EBEB n'étaient pas, il n'y en avait pas beaucoup, parce que tout ce qu'on savait, c'est OK, si l'enfant ne peut pas parler, là, on va le référer. Mais en dehors de ça, les autres besoins n'étaient pas pris en compte ou alors étaient gérés de façon comme ils pouvaient. Ils essayaient de gérer comme ils pouvaient avec les moyens sans trop chercher à savoir qu'est-ce qui est derrière la difficulté de l'enfant. Aujourd'hui, je vois je dois dire une explosion de références. C'est un peu comme, oui, ils sont
maintenant plus attentifs. Quand un enfant a des difficultés, ce n'est plus juste une conclusion directe, il n'étudie pas assez ou les parents ne sont pas assez impliqués. Non, ils sont maintenant portés à aller voir derrière la difficulté, qu'est-ce qui peut être à la base. Donc, par conséquent, ils viennent beaucoup me voir maintenant. Ils réfèrent beaucoup les élèves. Ils sont prêts à faire le suivi. Et les stratégies que je propose, je vois qu'ils font tout leur possible pour le mettre en application en classe. Donc, je suis partie. Quand je suis arrivée, je pense que je suis arrivée, il y avait peut-être 30 élèves à suivre en EBEP. Aujourd'hui, il y en a, je dois compter minimum 110 dossiers qui sont en suivi en ce moment, sans compter les autres références qui sont vraiment peut-être juste une observation et puis dire, OK, c'est peut-être un retard, il faut un tuteur à la maison pour supporter au niveau du français. Ou ceux-là, je ne les compte pas, mais ceux qui sont vraiment des gros besoins, des besoins assez importants, je dois avoir plus d'une centaine d'élèves en ce moment, ce qui n'est pas... Et on est en novembre, tu vois. 5% d'établissement, donc c'est pas... Et je vois aussi ce qui a changé, c'est l'attitude envers les élèves qui ont des besoins particuliers dans les salles de classe, dans la cour d'école, au niveau des parents, ils ne perçoivent plus leur enfant de la même façon une fois qu'ils ont compris que la difficulté ne dépend pas de la volonté de l'enfant. Tout change, la perception de ces élèves-là ont changé. Et pour ceux que je suis, je vois aussi un apaisement au niveau des enfants qui se sentent mieux compris maintenant et qui sont plus à l'aise d'aller chercher de l'aide sans se sentir dévalorisés, sans perdre leur estime d'eux-mêmes. Ils comprennent que c'est légitime pour eux d'avoir cette aide-là qu'on leur propose, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est quand même un bon changement que je remarque. L'année dernière, c'était beaucoup plus à l'élémentaire. Mais cette année, le secondaire a embarqué. C'est vraiment, je remarque un changement, un gros changement, même au niveau du secondaire. Les profs m'envoient régulièrement des élèves pour des petits dépistages, des observations, pour les guider. Est-ce qu'il faut faire une évaluation plus approfondie pour détecter des troubles d'apprentissage? Vraiment, c'est un changement. Et ils sont plus ouverts aussi à recevoir des mini-formations, des capsules. J'ai commencé aussi à donner des capsules de formation que je planifie continuer. D'ailleurs, je vais vous inviter à faire une capsule avec nous. Ma collègue Delphine, qui travaille plutôt sur le plan, qui est formatrice sur le plan académique, sur le plan pédagogique. Et on se demandait si on ne devrait pas justement vous inviter à faire des capsules ou des démonstrations pendant ces sessions que nous planifions pour les profs et pour les AVS que nous recrutons ici en ce moment. Oui, je vois un gros changement. Maintenant, là où on est un peu limité, c'est au niveau de la réponse aux besoins. Quand il s'agit d'avoir des services spécialisés en français, étant dans un contexte à majorité amarophone et anglophone, on a peu de spécialistes du milieu de l'éducation qui vont faire les interventions en français. Là, c'est un vrai défi et c'est même d'ailleurs pour répondre à ce besoin-là que j'ai pu rentrer en contact avec vous et qu'on a pu établir cette collaboration-là. Comment les enseignants perçoivent cette aide-là qui est donnée à leurs élèves en ligne par rapport à cet accompagnement-là hebdomadaire qu'on fait pour faire progresser leurs élèves, que ce soit en lecture, en écriture, ça pourrait être en mathématiques. Pour l'instant, on est resté vraiment plus sur des élèves qui ont des besoins aussi dans les fonctions exécutives. C'est sûr que pour eux, c'est un grand soulagement parce que déjà,
se retrouver avec un élève, même si je fais la référence, même si on a dépisté une difficulté et que lui, le prof se sentait un peu démuni face à ces enfants-là, répondre à leurs besoins. Lorsqu'on propose une aide extérieure comme la vôtre qui répond, qui vient l'appuyer et que le prof remarque lui-même les progrès de l'enfant, c'est sûr que la réaction est très positive. Pour les profs qui ont eu des enfants qui ont bénéficié de vos services, le commentaire a été très positif et ils sont en demande. C'est pour ça, c'est aussi une des raisons pourquoi ils réfèrent, parce qu'ils se disent, enfin, il y a quand même quelque chose qui change. Il y a un appui extérieur qui vient. On ne compte pas juste sur les stratégies qu'on nous donne de faire nous-mêmes, alors que ils ne se sentent pas forcément bien outillés pour faire ces interventions spécialisées là, ou ponctuelles qui viennent débloquer une difficulté que l'élève a et qui nécessite une intervention spécifique. Donc, pour eux, l'aide que vous apportez, que ce soit au niveau de la lecture, je vois des profs de ceux qui ont bénéficié de vos groupes de lecture cet été, les commentaires sont très, très positifs, même si ces élèves-là, ils ont encore quelques difficultés, ils ont vu un changement énorme et ils en parlent. Donc, ils sont toujours prêts ils sont en demande. Ils demandent qu'on donne aux autres, mais bon, comme vous savez, c'est pas toujours évident. Il faut toute l'organisation. Donc, mais ils souhaiteraient que tous ceux qui ont ces besoins-là puissent bénéficier de ce type de service. Nous ne l'avons pas sur place, donc oui. Tout à fait. Puis cette idée qu'on a mis en place là, de faire des petits groupes, je pense que financièrement, ça aide beaucoup. C'est une réalité aussi dans le pays, en Éthiopie. Peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas rémunérer l'intervention comme il y a d'autres comme ils le peuvent dans d'autres pays beaucoup plus développés, si on veut. Donc, c'est vrai que ça, c'était assez interactif, nos petits groupes de cadres. Et là, on se disait peut-être même, en fait, que si on arrivait, hein, Edwige, à sortir des murs de l'école, puis regrouper des enfants. Oui, si on peut regrouper, si on peut avoir des groupes d'enfants avec des besoins assez homogènes pour pouvoir justement créer ces petits groupes d'intervention et en même temps répondre aux besoins et soulager l'aspect financier chez les parents, parce que ça, c'est vraiment un élément important. Ici, en Éthiopie, la réalité, c'est que le pouvoir d'achat des parents de ces enfants-là, c'est pas aussi élevé que, et donc l'intervention individualisée, même si c'est souhaitable, est presque impossible compte tenu de leur pouvoir d'achat. Donc, il est très avantageux pour eux que leurs enfants bénéficient des groupes d'intervention. Maintenant, le défi qu'on court, c'est de pouvoir constituer ces groupes avec des besoins homogènes. Donc, raison pour laquelle on souhaite ouvrir, ne pas tout seulement travailler avec les enfants du lycée Gebre Mariam, mais ou permettre que les enfants qui ont les mêmes besoins, qu'ils soient dans n'importe quel lycée, avec l'avantage du virtuel, puissent se retrouver en groupe pour pouvoir travailler. Donc, ça fait d'une pierre deux coups, quoi. Donc, c'est ce que je souhaite en tout cas. Les parents me posent la question tous les jours. Ceux qui ont postulé pour les petits groupes, il y en a plusieurs qui me demandent quand est-ce que ça va commencer. Mais bon, on attend l'adhésion de d'autres parents pour former ces groupes-là. On attend que les groupes soient complets pour avoir les mêmes besoins communs pour qu'on puisse avancer. Donc, si c'est des difficultés en lecture, OK, mais quel type? Est-ce que c'est plutôt macro-processus? Qu'est-ce qu'on va aller travailler? Exactement. Est-ce qu'en écriture, on va aller travailler les mots ou alors beaucoup plus dans la construction des phrases, dans la syntaxe? Est-ce que c'est l'organisation des informations? C'est pas pareil du tout quand on est dans... Donc,
Mais on va y arriver. Je suis certaine. Oui, Je suis certaine je, que dans d'autres lycées français qui pourraient avoir un même fuseau horaire qui fonctionnerait. Alors, c'est très bénéfique aussi pour les élèves, le sentiment d'appartenance, de se rendre compte que, je peux progresser aussi avec d'autres élèves qui sont dans d'autres pays. très enrichissant aussi pour ces élèves-là qui non seulement vont se créer des liens à l'extérieur, ils vont, comme vous dites, ça crée un sentiment d'appartenance. Je suis pas seule. Il y en a partout dans le monde qui vivent les mêmes problèmes que moi. Et donc, il y a une solution. Et là, il y a une solution à nos problèmes. Donc, pour moi, c'est toujours un avantage. J'espère qu'on va pouvoir avoir plus de demandes pour pouvoir le faire, quoi. Ce serait vraiment bien de continuer cette intervention-là. Ça me soulage moi-même parce que pendant, pendant un bon bout, je, je pouvais bien voir les besoins. Pouvais, je peux bien savoir, OK, cet enfant a besoin de telle intervention, mais autour de moi, je ne peux pas trouver la ressource spécialisée pour répondre à ce besoin-là. Maintenant, je sais au moins qu'il y a une possibilité. Donc, c'est un pas de plus. Oui, puis je dirais même que tout ce qu'on fait en ligne n'est pas un défi ou un obstacle. Au contraire, en fait, les élèves, là, comme tu exprimais au début, à la maison, ils sont très contents d'utiliser l'ordinateur. C'est un outil qu'ils aiment, trouvent que c'est interactif, Mm-hmm. ils prennent plaisir. C'est pas du tout un frein qu'on a. Au contraire, je pense que là, dans ce cas-ci, dans cette collaboration qu'on a ensemble, c'est beaucoup plus avantageux. Ils voient ça sous l'angle de je peux bénéficier de l'expertise qui n'est pas là sur place et mon enfant Oui, peut progresser et c'est pas du tout le biais de l'ordinateur là qui est un problème dans ce cas-ci. Et moi, je le vois même sous un angle beaucoup plus positif avec cette nouvelle idée d'ouverture pour limiter encore plus les barrières géographiques et pouvoir regrouper absolument. des enfants ensemble. Et je trouve que il y a un côté très humain, côté très qui donne vraiment un sens à notre aide et aussi qui permet des projets qui vont sortir. Donc, moi, je trouve que quand on utilise le en ligne, le virtuel, ça ne veut pas dire qu'on fait tout sur l'ordinateur. On peut encore utiliser du papier. Par exemple, parfois, on utilise les revues de Bayard Milan, on utilise différents matériels, on utilise encore du papier. On utilise beaucoup de jeux, des Legos, du matériel à manipuler. Et dans ce contexte-là, d'être dans des petits groupes, avec d'autres pays qu'on pourrait rassembler. Je me dis, les élèves pourraient même écrire puis se poster des cartes, tu sais, s'envoyer des, tu sais, ça, Oui, ça leur crée un réseau de relations, des amis un peu partout qui peuvent s'échanger leurs expériences personnelles. Donc, oui, c'est toujours enrichissant. L'autre aspect que j'apprécie beaucoup sur ce que vous faites en groupe, c'est l'aspect de partager après chaque session des vidéos de la session, ce qui permet aux parents qui pourraient s'impliquer, d'utiliser pour pouvoir renforcer ce qu'on a fait en présentiel. Donc, oui, le virtuel a l'avantage qu'on peut avoir qu'on peut garder cet outil-là et qui peut être un modèle pour les parents pour renforcer le travail qui a été fait, ce qui n'est pas toujours le cas quand on le fait en présentiel. On ne filme pas les cours en présentiel, donc généralement les parents n'ont pas cette compréhension de la méthodologie. Et donc, un parent qui voudrait vraiment en bénéficier peut utiliser ces ressources-là pour pouvoir refaire ce qu'il voit et ce qui est un avantage. L'autre avantage que je ne savais pas et que j'ai pu remarquer, c'est j'étais un peu hésitante par rapport à un enfant qui semble avoir un déficit d'attention ou qui bouge tout le temps. Je me disais comment il va faire devant l'écran, mais à ma grande surprise, ça a été plutôt captivant pour ces enfants-là. J'ai réalisé que ils ont pu, on dirait même qu'ils étaient plus concentrés
lorsqu'ils avaient un écran avec une personne qui est juste, qui a l'attention fixée sur eux, j'ai eu l'impression que ça a aidé leur concentration. Je ne sais pas si c'est juste une impression de ma part, mais c'est ce que j'ai cru observer. C'est vrai ce que tu dis, Edwige. Ça, durant la pandémie, je l'ai beaucoup entendu, mais est-ce que mon enfant pourrait utiliser les services de téléorthopédagogie, étant donné qu'il y a un trouble déficitaire de l'attention avec l'hyperactivité? Puis, du tout un problème dans le sens où nous, de toute façon, en tant qu'orthopédagogue, on a ça, cette formation-là en adaptation scolaire. Donc, tout le temps, on s'adapte à nos élèves. Donc, s'il a besoin de bouger, ben il peut se lever, même s'il est à l'ordinateur. L'ordinateur reste sur le bureau. Puis, on a des élèves qui vont sauter, que ce soit des syllabes, que ce soit des mots, que ce soit, ou qui fassent une lecture, puis on va faire la lecture de la phrase par groupe de mots, il va s'arrêter. Donc, on a des méthodes qui vont toujours être en adéquation avec le besoin de l'élève. Et dans ce contexte-là de petits groupes, effectivement, que je pense que ça capte l'attention et l'orthopédagogue prend toujours des notes sur ce que pour pister les progrès et bien sûr s'assurer que les élèves participent assez de manière équitable. Donc, c'est vrai que les élèves sont très sollicités, ils sont vraiment tu sais, quand on dit au cœur des apprentissages, ils sont vraiment impliqués là, dans l'intervention. On fait pas seulement parler, c'est beaucoup eux qui participent et exactement. En tout cas, pouvoir bénéficier de vos services pour mes élèves, pour moi, c'est comme, ouf, enfin, j'ai quelque chose qui vient répondre parce qu'on a, ben, c'est difficile, hein, même si on a envie, même si l'école avait un projet de mettre en place une équipe d'intervention, trouver les personnes formées pour le faire ici dans le contexte, c'est difficile. Mais en ce moment, on est à la recherche d'un médecin scolaire et francophone et ça fait depuis septembre qu'on essaye, mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé encore. Donc, on est en train de penser à passer à ce genre. Si on peut trouver, finalement, peut-être, on va faire de la téléconsultation dans ce cas-là. Je pense que c'est vers là qu'on s'en va parce qu'on n'arrive pas à trouver un médecin scolaire francophone qui pourra bien répondre à ce besoin-là. On va s'inspirer de ce modèle-ci pour combler ce besoin-là. Exactement. Je te dirais que nous, dans cette lignée-là, on a maintenant, alors depuis justement quelques mois, donc je dirais fin septembre, donc depuis cette rentrée scolaire-ci, on a une orthophoniste qui travaille avec nous pour justement combler ces besoins-là d'évaluation. Quand les élèves, nous, on les voit de semaine en semaine et parfois, on voit qu'il y a une résistance à nos interventions et c'est là que c'est assez intéressant d'émettre une hypothèse, d'aller vérifier auprès d'un spécialiste de la santé. Et dans ce cas-ci, pour les demandes d'aménagement aussi, c'est très intéressant d'avoir une orthophoniste qui va aller mettre un mot, un diagnostic sur les besoins de l'enfant et pouvoir commander, par exemple, s'il faut, juste comme on parlait, d'un ordinateur, plus de temps. Voilà, ça leur prend pour ces démarches-là, ça prend l'accord, l'avis d'un médecin scolaire. D'un médecin, oui, c'est ça. Pour valider tout ce que nous observons, il faut un médecin scolaire qui le valide. Et en ce moment, c'est ça, on est dans ce besoin-là. Et ce qui fait que pour le moment, on fait des PPRE basés sur ces documents-là qui répondent aussi aux besoins, mais en attendant d'avoir un médecin scolaire. C'est ici que se termine notre épisode avec Edwige Kadji. Merci beaucoup de ta collaboration. Merci pour tout ce que tu mets en place dans ton établissement scolaire. Tu peux vraiment être très, très fière de toi par rapport à cet apport que tu as avec les enseignants, avec les parents et bien sûr avec les élèves. Moi, je suis très contente qu'on continue de collaborer ensemble et qu'on aille dans cette lignée aussi en collaboration avec d'autres membres, employés des lycées français qui pourraient être en collaboration aussi avec toi et donc avec nous. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir et j'espère que notre collaboration va
rester, perdurer et grandir pour le bien de tous ces élèves qui ont un grand besoin de vos services. Merci beaucoup à vous. Et voilà, chers auditeurs, c'est sur cette note que nous clôturons aujourd'hui notre épisode sur la collaboration. Un immense merci à toi, Edwige Kadji, de l'École franco-éthiopienne, pour avoir partagé ton expérience avec nous. C'est toujours une très grande reconnaissance pour moi de collaborer avec des professionnels aussi engagés dans la réussite scolaire du plus grand nombre d'élèves. Aujourd'hui, on a partagé notre vision semblable, nos approches similaires pour pouvoir aider ce grand nombre d'élèves et déployer nos idées. N'hésitez pas à explorer les différentes pistes pour aider vos élèves, vous aussi. Ce sera un plaisir de collaborer avec vous. On se revoit le mois prochain avec un nouvel épisode. À la prochaine!